Nous assistons aujourd'hui à l'habilitation universitaire du Dr Ben Halima Lemia, maître de conférence classe B, devant les membres du jury suivants, professeur Ben Branes Ziden de l'Université de Annaba, professeur Gral Amjoud de l'Université de Guelma et de moi-même, donc présidente, et bien sûr avec l'invitation du membre expert professeur Hamdi Moussa qui a établi avec professeur Soumet Boujema et Chemin Mabrouk les rapports d'expertise de votre document. Alors, Dr Ben Halima, vous avez donc 35 à 40 minutes pour exposer l'essentiel de votre parcours, universitaire. Et voilà, donc bonne chance. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame, Messieurs les membres du jury, Monsieur le membre expert, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'essentiel de ma carrière universitaire en tant qu'enseignante-chercheur à l'université également. Donc, je commencerai par mon parcours académique et professionnel, puis je m'étalerai sur ma carrière universitaire aussi bien sur le plan pédagogique que sur le plan de recherche. Et je terminerai par une conclusion et perspective. Mon parcours académique a été entamé après avoir en 2001 un baccalauréat en sciences naturelles au lycée Safsaf 1 à Annaba. Bien sûr, cela m'a permis de m'inscrire à l'université belge d'Annaba. En 2004, j'ai obtenu mon premier diplôme, qui était un diplôme d'études universitaires appliquées, option analyse biologique et biochimique. J'ai poursuivi mes études et j'ai obtenu en 2006 mon diplôme des études supérieures en microbiologie appliquée. 3 ans plus tard, j'ai eu mon diplôme de magistère, toujours en microbiologie. Et à partir de 2016, j'ai soutenu, en 2016, j'ai soutenu ma thèse de doctorat, toujours option microbiologie appliquée. Ma carrière universitaire a été commencée en 2010 en tant que maître assistante stagiaire à l'université de Guelma, puis maître assistante classe B de 2011 à 2012. De 2012 à 2016, j'étais maître assistante classe A et depuis ma soutenance de thèse, à ce jour, j'exerce la fonction de maître de conférence classe B. En ce qui concerne les stages et les formations, j'ai eu l'opportunité de suivre 4 stages nationaux et 5 formations nationales et internationales. En 2003, j'ai suivi 3 stages au niveau de 3 différents laboratoires, à savoir un laboratoire d'analyse médicale, le laboratoire d'hygiène de la wilaya d'Annaba, le laboratoire de microbiologie au CHU Annaba. Et en 2008, j'ai suivi aussi un autre stage au sein du laboratoire du secteur sanitaire d'Annaba. En ce qui concerne les formations, donc en 2002, j'ai suivi une formation en informatique et Internet. En 2018, j'ai fait aussi une formation en analyse statistique et analyse des données avec le logiciel SPSS. En ce qui concerne le domaine biologique, j'ai suivi 3 formations en Tunisie. La première, j'ai appris la technique de la PCR avec la correction et l'alignement des séquences par l'utilisation du logiciel bioéthique. J'ai complété cette formation par une autre concernant la reconstruction phylogénétique et l'utilisation des logiciels J-Model Test, Legal, Copart, avec bien sûr le protocole de soumission des nouvelles séquences sur un céréal. Et la récente formation concerne la bioinformatique structurale où j'ai pris aussi l'utilisation des logiciels GEDIT et PyMol qui sont très utilisés actuellement dans le domaine génomique. Pour plus d'expérience aussi, j'ai fait des reviewing, des articles scientifiques auprès de 3 revues à comité de lecture. Pour mes tâches pédagogiques, donc je commence par mes activités d'enseignement. Donc j'ai 10 ans d'enseignement à l'université de Guelma. J'ai enseigné 9 filières entre licence Master 1 et Master 2 au sein de 2 départements, le département de la biologie et le département d'écologie et génie d'environnement. J'ai pris la responsabilité de 10 matières entre OUT, TP et TD. Donc, j'ai dispensé les cours de microbiologie appliquée, microbiologie alimentaire, la matière hydrochimie et qualité de l'eau, hygiène et qualité des soins,
maladies à transmission hydrique et la matière technologie des industries agroalimentaires. Bien sûr, j'étais aussi responsable des TP et des TT de ces 6 matières, à lesquelles s'ajoutent 4 autres matières, comme la microbiologie, les TP de technique d'analyse des eaux, TP de microbiologie industrielle, les TP d'écotoxicologie microbienne et les TD des traitements technologiques des produits alimentaires. Parallèlement aux enseignements, j'ai donné aussi une conférence sur les maladies à transmission hydrique. Cette conférence a coïncidé avec le retour du choléra en Algérie et elle a été bien sûr exposée lors de la cérémonie d'ouverture de l'année universitaire 2018-2019 ici à l'université de Gala. Bien sûr, j'ai donné un aperçu, c'est-à-dire sur les principales maladies hydriques en Algérie, c'est-à-dire certaines recommandations. Voilà. L'enseignement m'a permis d'élaborer un polycopier de cours à caractère pédagogique qui s'intitule Maladies à transmission hydrique. Donc cet ouvrage s'adresse a priori aux étudiants de Master 2 microbiologie impliquée. Donc il comporte une introduction générale sur les ressources hydriques, les principales notions des maladies hydriques, un chapitre sur les maladies d'origine bactérienne, un autre sur les maladies d'origine virale et un dernier chapitre sur les maladies d'origine parasitaire. Pour compléter bien sûr mes activités pédagogiques, j'ai accompagné mes enseignements par des activités d'encadrement. De 2010 à 2020, j'ai encadré 42 étudiants qui font l'objet de 18 IFE de master de 4 différentes filières, à savoir la microbiologie de l'environnement, microbiologie appliquée, biologie moléculaire des prokaryotes et biologie santé et hygiène hospitalière. Les projets de fin d'études portent principalement sur 4 thématiques, c'est-à-dire qu'au départ, si vous avez remarqué, il y a une petite évolution dans la proposition des thèmes. Au départ, j'ai travaillé seulement sur la bactériologie de différents échantillons d'origine animale, humaine et environnementale. Après, sur la qualité des eaux de surface, les eaux de mer et les eaux souterraines. La troisième thématique était sur la résistance bactérienne aux antibiotiques et mes derniers travaux portent sur la résistance bactérienne aux agents chimiques, comme les métaux lourds et les herbicides. Aussi, j'ai participé au jury de soutenance de 29 PFE de master de cette spécialité, en tant que présidente dans 7 soutenances et en tant qu'examinatrice dans 22 soutenances. Permettez-moi ici de vous donner un aperçu rapide sur ma période pré-doctorale, mes travaux de doctorat et bien sûr les travaux réalisés après soutenance à thèse de doctorat. Donc tout d'abord, je voudrais signaler que je fais partie du laboratoire d'écobiologie des milieux marins et de taureaux créé en 2001 à l'université Beji-Morta sous la direction du professeur Baswela. Donc je suis membre de l'équipe microbiologie et molécules bioactives. Mes activités de recherche s'articulent sur 3 axes. Le premier axe concerne la qualité des produits alimentaires. Le deuxième axe, c'est la qualité des eaux de surface. Et le troisième axe porte sur la résistance bactérienne aux métaux lourds, pour lequel je m'intéresse actuellement à 2 thématiques. La première concerne l'évaluation de l'activité antibactérienne du cuivre vis-à-vis des bactéries d'origine clinique. Et la deuxième thématique porte sur la résistance des bactéries agricoles aux métaux lourds et leur capacité d'induction de la métallothionine. L'axe 1, qui est la qualité des produits alimentaires, représente le premier pas dans l'initiation à la recherche. Il fait l'objet de la préparation de mon DUS sous la direction de Madame Lamarie, intitulé Recherche de bacillus dans les conserves de légumes. Ma deuxième expérience dans cet axe, c'est la préparation de mon magistère sous la direction du professeur Mira. Le travail s'intitule Isolement et identification de l'hystéria monocytogénèse à partir des produits alimentaires. C'est-à-dire l'objectif principal est d'avoir une idée sur la prévalence de l'hystéria, en particulier l'hystéria monocytogénèse dans 2 catégories de produits alimentaires, le lait et le herpès. Donc, globalement, cet axe m'a permis de tirer la conclusion suivante. La qualité hygiénique des produits alimentaires analysés est non conforme à la réglementation et j'ai constaté que malgré la faible diversité observée, mais
probablement le risque ou bien le danger bactérien existe toujours. Comme recommandation, il est important de suivre des flux de contamination sur une ligne de transformation et ou de production ainsi qu'au niveau des prix de vente, amélioration des techniques de détection des pathogènes dans les aliments et l'organisation des mesures de prévention, de gestion et de suivi du risque lié à la contamination microbienne. Les travaux du premier axe ont fait l'objet d'une publication internationale et une communication internationale. Passons au deuxième axe, qui est la qualité des études passées et impact sur la santé et qui entre dans le cadre de la préparation de ma thèse de doctorat qui s'intitule Contribution à l'étude des paramètres microbiologiques des eaux du canal Messida et impact sur la santé publique et animale sous la direction de professeur Osgood et la co-direction de professeur Bassoula. Donc je vous donne aussi une synthèse des travaux de thèse. Comme vous savez que le canal Messida relie le lac Tanga à la mer Méditerranée, malheureusement, il reste un modèle type de la mauvaise préservation des cours d'eau. Il est confronté à plusieurs sources de pollution et de par sa localisation, ces eaux, bien sûr, ont un impact direct sur la santé humaine et animale. Donc, afin de dresser un bilan sanitaire, nous nous sommes fixés 3 objectifs majeurs, à savoir l'évaluation de la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux du canal, l'étude de l'influence de certains paramètres environnementaux sur la distribution des contaminants fécaux et la détermination de l'impact de la pollution des eaux du canal sur la santé animale et publique. Et ceci par évaluation de l'état sanitaire d'un poisson peuplant le canal, qui est le Carassius caracillus, et la recherche d'une éventuelle apparition de bactéries antibiorésistantes, aussi bien dans l'eau que le poisson. 4 stations d'échantillonnage ont été choisies le long du canal Messida, bien sûr en fonction de l'alimentation des sources de pollution. 2 cycles d'échantillonnage ont été envisagés. 15 paramètres physico-chimiques ont été dosés in situ et au laboratoire. Et les paramètres bactériologiques basent sur la flore totale, les germes tests de contamination fécale, avec bien sûr la recherche et l'identification des pathogènes. Pour les poissons, donc, ils sont pêchés par un système de NAS. Et in situ, nous avons déterminé la prévalence globale des poissons atteints selon la méthodologie code pathologique. Au laboratoire, j'ai étudié aussi la qualité bactériologique de 3 compartiments, le branchie, le mucus et la chair. La détermination de la résistance aux antibiotiques a été réalisée selon les recommandations du comité de l'antibiogramme de la Société française de microbiologie. Donc, les principaux résultats obtenus, donc je commence par les caractéristiques physico-chimiques. Globalement, nous avons noté que certains paramètres dépassent les normes de la qualité des eaux de surface admises par les autorités algériennes et l'application du test Kruskal-Wallis montre des différences significatives intermois et interstations. En ce qui concerne les paramètres bactériologiques, et comme vous pouvez le remarquer à partir de ces box plots, nous avons enregistré que les valeurs médianes concernant la majorité des contaminants fécaux sont en effet plus élevées dans la station 3. Les eaux du canal Messida sont aussi fortement chargées en polluants bactériens durant le premier cycle et aussi l'application du test Kruskal-Wallis montre des différences intermois et interstations. Nous avons traité l'ensemble des données par une analyse en composantes principales. Comme vous pouvez le remarquer aussi, qu'on a une typologie dominée par l'individualisation de 2 groupements de stations. Les stations en amont qui se caractérisent par une importante pollution bactérienne, surtout pendant la période humide, et la station 4 qui, sous une influence marine, se caractérise par une pollution moins importante. 2 groupements de relevés aussi sont enregistrés. Les mois chauds et secs se caractérisent par une forte contamination organique et les mois froids avec une bonne oxygénation et une forte contamination bactérienne. Il apparaît clairement aussi que les contaminants fécaux sont intercorrélés. Les ASR sont corrélés positivement avec la DBO5 et PO4. Les streptocoques fécaux sont les plus résistantes avec le changement de température pH et la salinité. Et Escherichia coli, les germes totaux, sont corrélés positivement avec les teneurs en nitrate.
Bien sûr, la présence de tels polluants dans les eaux du canal Messida a un impact sur la santé des organismes aquatiques. Dans la présente étude, 153 altérations pathologiques ont été enregistrées entre hémorragie, érosion et mucrose. Et en se référant bien sûr à la grille du code pathologique établi par Girard, nous avons constaté que la santé des poissons du canal Messida est considérée comme précaire et la qualité des habitats est altérée. Pour les analyses bactériologiques des différents compartiments, certains paramètres dépassent largement les valeurs guides de la consommation des poissons frais. Des fortes contaminations bactériologiques chez les poissons pêchés à partir des eaux de la station 3 et les branchies représentent le compartiment le plus contaminé. Aussi, nous avons constaté que la majorité des groupes bactériens dénombrés chez les poissons sont corrélés positivement avec les groupes bactériens dénombrés à partir des eaux du canal Messida. L'étude de l'antibiorésistance aussi a montré des taux importants des BMR, surtout au niveau de la station 3 et la station 1. Et le calcul de l'indice de résistance multiple montre que toutes les bactéries possèdent un MAR index supérieur à 0,2, ce qui permet de constater que la communauté bactérienne est confrontée à une source de pollution où les antibiotiques sont fortement utilisés. Pour les poissons, la même chose, on a trouvé des valeurs qui dépassent les 50% de BMR au niveau des branchies et du mucus, et ces bactéries possèdent aussi des MAR index supérieurs à 0,2. Donc, tous ces résultats nous permettent de tirer donc, la conclusion suivante. Globalement, les eaux du canal Messida sont fortement polluées pendant la période pluvieuse. La température, le pH, l'oxygène des eaux et la salinité sont des facteurs abiotiques ayant plus d'impact sur la répartition des contaminants fécaux. La forte contamination bactériologique ainsi que les syndromes observés chez les carassins reflètent bien la mauvaise qualité des eaux du canal Messida, avec présence des souches potentiellement pathogènes et multirésistantes aux antibiotiques et qui peuvent être responsables de la propagation de certaines maladies hydriques. Donc, les perspectives de ce deuxième axe, très important de comparer les souches isolées de l'habitat et de la faune sur la base de leur groupe phylogénétique, de déterminer les supports génétiques de la résistance aux antibiotiques et de maîtriser la diffusion des souches multirésistantes et étudier le comportement de molécules antimicrobiennes, bien sûr, dans l'environnement. Les travaux de ce deuxième axe ont fait l'objet de 2 publications internationales, 6 communications internationales, 2 communications nationales, un ouvrage édité et un National Proceeding Paper. Après, bien sûr, ma soutenance de doctorat, j'ai eu aussi l'occasion d'aborder un nouvel axe lors de mon parcours, bien sûr, de recherche, qui est la résistance bactérienne aux métaux lourds. Au départ, je me suis intéressée à la problématique de l'accroissement de cas de résistance aux antibiotiques, d'après, c'est-à-dire les résultats du doctorat, où j'ai posé la question à savoir si le cuivre, un inhibiteur, pourrait être utilisé pour compléter, bien sûr, les autres stratégies mises en œuvre contre la propagation des BMR. C'était la première thématique qui porte sur l'évaluation de l'activité antibactérienne du cuivre vis-à-vis des bactéries d'origine clinique. Donc, comme vous le savez, que depuis l'Antiquité, les métaux lourds sont utilisés pour leurs propriétés anti-infectieuses. La découverte des antibiotiques, malheureusement, a largement remplacé les thérapeutiques à base de métaux lourds. Mais la propagation des BMR a mis un terme à cette vague d'optimisme et les chercheurs actuellement sont retournés vers l'utilisation des métaux, c'est-à-dire pour prévenir et diminuer le risque d'exposition aux BMR. Dans ce contexte, j'ai fixé 2 objectifs, c'est-à-dire c'est juste les premiers pas dans cette thématique. La détermination des concentrations critiques du cuivre vis-à-vis des bactéries d'origine clinique et la comparaison de l'antibiorésistance et de la résistance au cuivre afin d'envisager une co-sélection de résistance. Le matériel biologique était des souches bactériennes à partir bien sûr des établissements hospitaliers de la région de Guelma. D'abord, on a réalisé, comme d'habitude, la sensibilité aux antibiotiques et l'effet antibactérien du cuivre a été étudié par détermination de la concentration minimale inhibitrice et la concentration minimale bactéricide
et où on a testé 8 concentrations allant de 12,5 à 1600 microgrammes par millilitre de cuivre, bien sûr. Pour les principaux résultats, donc je commence par l'antibiogramme. Plus de 68% des entérobactéries résistent à 3 classes d'antibiotiques. Les souches de Pseudomonas aussi résistent à 3 ou bien à 4 antibiotiques. Les staphylocoques possèdent aussi une résistance importante, avec une multirésistance qui arrive même à 6 antibiotiques. Et le résultat le plus important, qu'on a trouvé 50% des entérobactéries résistent au chloramphénicol, et qui est un résultat inquiétant puisqu'il est normalement interdit d'utilisation. La comparaison de la CMI du cuivre obtenue vis-à-vis des bactéries étudiées avec celle, bien sûr, des souches de référence nous a permis de constater que 52% des souches bactériennes sont sensibles au cuivre. En revanche, 48% des souches sont résistantes. À titre d'exemple, Klebsiella oxytoca et Staphylococcus aureus. Le tableau suivant aussi représente les valeurs de CMV obtenues. Donc, le plus important à dire qu'on a trouvé des différences significatives entre les grammes positifs et les grammes négatifs. Le cuivre a majoritairement une activité bactériostatique et son action bactéricide n'a été observée que vis-à-vis de 20% des souches bactériennes. En ce qui concerne l'interaction entre la résistance au cuivre et l'antibiorésistance, l'application du coefficient de corrélation de Pearson montre que la résistance des bactéries à gram négatif au chloramphénicol et au trimethoprim est corrélée positivement à la résistance au cuivre. Donc, la conclusion à partir de cette partie, le cuivre possède une action antibactérienne importante, puisque nous avons trouvé 50% des bactéries qui sont sensibles à ce métal. Le mécanisme antibactérien du cuivre est globalement bactériostatique. Un taux important de staphylocoques et d'entérobactéries est résistant au cuivre et avec une probabilité de l'existence d'une interaction entre l'antibiorésistance et la résistance au cuivre. Donc, il serait important d'utiliser le cuivre, soit sous forme de sel ou des installations, des équipements en cuivre dans les hôpitaux, et de surveiller la prévalence des infections nosocomiales afin de prouver l'efficacité de ce métal. Étudier aussi les effets génotoxiques du cuivre sur les bactéries et déterminer le support génétique de la résistance au cuivre afin de les comparer avec ceux de la résistance aux antibiotiques. Donc, les travaux de cette première thématique de l'axe 3 ont fait l'objet d'une publication internationale et d'une communication internationale. Bien sûr, les résultats, surtout la partie de résistance de la première thématique, m'a permis aussi de proposer un autre thème qui porte sur la résistance des bactéries à fécole aux métaux lourds et leur capacité d'induction de la métallothionine. Donc, comme vous savez aussi que la pollution métallique est l'une des pollutions anthropiques la plus inquiétante et la plus dangereuse. Et à faible concentration, beaucoup d'éléments traces métalliques sont toxiques. Et les bactéries sont les premiers affectés par ces éléments. Donc, ces derniers peuvent modifier la diversité bactérienne et donc menacer la fertilité et la pérennité des écosystèmes. Pour faire face à la profusion des éléments traces métalliques, les bactéries peuvent développer des mécanismes de résistance qui peuvent constituer aussi un risque écologique et sanitaire du fait de transfert de leur caractère de résistance à d'autres bactéries. Donc, dans ce contexte, l'objectif de cette deuxième thématique est d'étudier in vitro la résistance des bactéries isolées des autres surfaces de la région de Guelma à deux métaux lourds, le cuivre et le cadmium, de vérifier l'interaction entre la résistance aux métaux et la résistance aux antibiotiques et de doser la métallothionine chez les bactéries métallorésistantes afin, bien sûr, de déterminer un des mécanismes évoqués. 8 stations d'échantillonnage ont été choisies dans la moyenne Cibus, situées dans 8 web, comme la montre la carte suivante. D'abord, une caractérisation abiotique a été réalisée en déterminant certains paramètres physico-chimiques et en dosant 2 éléments traces métalliques, le cuivre et le cadmium. Le screening des bactéries métallorésistantes a été réalisé sur le milieu uréabertanique, additionné d'une part du cuivre sulfate et de cadmium chloride.
L'effet aussi du cuivre et du cadmium sur la croissance bactérienne a été aussi déterminé quantitativement. La sélection des bactéries résistantes et des bactéries sensibles a été réalisée après comparaison des CMI obtenus avec celle de la souche de référence K12 et le dosage de la méthalutionine a été réalisé par une méthode spectrophotométrique. Donc voici l'essentiel des résultats de la caractérisation environnementale. Donc le plus important aussi à dire ici, c'est qu'on a trouvé des taux de cadmium supérieurs aux normes des eaux de surface. Et on a constaté aussi que l'oued Boumahra, qui est la station 4, est le plus contaminé par les deux éléments de trace métalliques, cuivre et cadmium. Donc nous avons sélectionné 67 bactéries métallorésistantes, appartiennent à 11 familles, avec une dominance des entérobactéries. Donc ces derniers ont pu croître avec des densités très importantes, même après une durée de contact de 48 heures, comme Klebsiella oxytoca et Cetrobacter frendi, suivis aussi par les Pseudomonas, les staphylocoques et les bacillus aussi, qui ont pu croître aussi avec des densités très importantes. La concentration minimale inhibitrice du cuivre la plus remarquée est égale à 800 microgrammes par millilitre, tandis que celle du cadmium est égale soit à 100, soit à 200 microgrammes par millilitre. La CMI la plus élevée aussi pour les deux métaux est égale à 3600 microgrammes par millilitre vis-à-vis des bactéries isolées de la station 1 qui est l'oued Breda et la station 4 qui est l'oued Boumahra. Plus de 72% des souches isolées sont résistantes au cuivre et plus de 27% résistent au cadmium, comme Klebsiella oxytoca, Chrysiobacterium hydrogenes, l'Erysipelotrix rhizopathie et Bacillus macérans. En comparant les groupes bactériens, nous avons constaté aussi que les entérobactéries résistent mieux au cadmium et les Coxiella gram-positifs résistent mieux au cuivre. Le calcul de CMB, bien sûr, le rapport CMB-CMI, nous a permis aussi de sélectionner des bactéries tolérantes appartiennent aux deux genres Bacillus et Klebsiella. L'antibiogramme des bactéries métallorésistantes montre que toutes les bactéries qui sont exposées aux métaux sont devenues des BMR. À titre d'exemple des corrélations obtenues, les bêta-lactamines sont corrélées positivement avec la résistance au cuivre et la résistance au chloramphénicol est corrélée aussi positivement avec la résistance au cadmium. En ce qui concerne la méthalutionine, donc je vous donne quelques exemples des résultats enregistrés, c'est-à-dire deux sortes de conclusions. Donc nous avons remarqué que la concentration ou bien l'augmentation de concentration du métal conduit toujours à une augmentation de l'induction de la méthalutionine. Comme nous avons constaté aussi que le cadmium a le plus fort pouvoir d'induction de la méthalutionine. Donc, à partir de ce travail, on peut dire que les eaux de surface de la moyenne Cibus contiennent des bactéries résistantes au cuivre et au cadmium. La métallorésistance peut favoriser l'antibiorésistance. Les Coxiella gram-positifs sont les plus résistants au cuivre. Les entérobactéries sont les plus résistantes au cadmium. Toutes les souches résistantes expriment de la méthalutionine après une exposition aux deux métaux. Et cette exposition est plus élevée après une contamination par le cadmium que par le cuivre. Qu'en perspective, très important d'identifier le profil de résistance à d'autres éléments traces métalliques et à d'autres polluants chimiques, doser des biomarqueurs comme les glutathions qui peuvent être impliqués dans la tolérance aux métaux, utiliser des méthodes génétiques pour déterminer les gènes de l'homéostasie et les gènes de résistance contre les agents chimiques, évaluer in situ, ou bien de préférence par réalisation de microcosmes, le risque écotoxicologique des polluants chimiques sur les communautés bactériennes et réaliser des tests de bioremédiation afin de déterminer les souches qui peuvent être impliquées dans la dégradation de ces polluants. Les travaux de deuxième thème de l'axe 3 ont fait l'objet d'une publication internationale
2 communications internationales et 1 communication nationale. Donc, une synthèse de bilan de mes productions scientifiques. Donc, au total, j'ai 22 productions scientifiques. En ce qui concerne les publications internationales, mon magistère a fait l'objet d'une publication dans une revue classe B. Les travaux de doctorat ont fait l'objet de 2 publications, toujours dans des revues classe B. Et pour ma soutenance d'habilitation, j'ai publié 2 articles classés dans la catégorie A. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai aussi un National Proceeding Paper et 2 ouvrages édités. Donc, un concernant la qualité des eaux du canal de Sida et un autre concerne les bactéries salivaires résistantes aux antibiotiques chez les animaux de compagnie. Pour les manifestations scientifiques, les participations sont au nombre de 14. 11 communications internationales, dont 3 en période doctorale et 8 en période postdoctorale, et 3 communications nationales, dont 1 en période doctorale et 2 en période postdoctorale. Donc, en conclusion, je peux dire que l'exercice quasiment quotidien de passage de l'enseignement à la recherche est extrêmement stimulant. La recherche m'a permis de savoir transmettre mes connaissances à des étudiants de différents niveaux. Les résultats de mes modestes travaux de recherche ont reçu un intérêt de chercheur, étant cités pas mal de fois par différents auteurs dans des revues de renommée internationale. Et la croissance et la diversification des thématiques de recherche m'ont permis d'acquérir des compétences, des connaissances scientifiques et parallèlement de dégager certaines perspectives en matière de recherche et de réflexion. Donc c'est pour cela, Inch'Allah, dans les années prochaines, j'envisagerai bien sûr à réaliser les perspectives proposées dans l'axe 3 et de poursuivre mes travaux de recherche engagés sur la résistance bactérienne à différents agents chimiques afin de mieux caractériser l'effet de ces derniers sur l'acquisition de résistance aux antibiotiques et de modéliser les réponses bactériennes au stress chimique. Bien sûr, très important aussi d'approfondir mes travaux de recherche en collaboration avec d'autres équipes travaillant sur la même thématique. Sur le plan institutionnel, très important d'encadrer des étudiants en thèse, de contribuer à l'élaboration de d'autres offres de formation et au développement d'unités de recherche et de participer à la conception des projets de recherche nationaux et pourquoi pas aussi internationaux. Donc sur ce, je vous remercie infiniment de votre attention. Merci.